Wesh, alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes la fin des SNK et aussi de vous donner mon ressenti. Je dis bien dans les grandes lignes parce que je suis clairement pas un youtubeur SNK. Je vais notamment expliquer la relation entre Ymir et Mikasa, Ymir et Eren, comment Eren a tué sa mère, ainsi que d'autres trucs. Ymir et le chemin. Avant tout, faut comprendre le concept abstrait et central qu'est le chemin, un lieu qui transcende temps et espace. Dans l'espace-temps qu'est le chemin, passé, présent et futur se mélangent. Des centaines d'années peuvent y être ressenties comme un instant. Tous les descendants d'Ymir sont reliés par des chemins qui se rejoignent en un seul axe. Cet axe, c'est le titan originel que possède Eren. Il est donc en lien avec l'ensemble du peuple d'Ymir. Ce lieu qu'est le chemin est une véritable prison pour Ymir. Faut se dire que c'est elle qui façonne tous les titans à l'aide de sable. Et pire encore, à chaque transformation d'une personne en titan, c'est elle qui refaçonne son corps. Pour simplement recréer le corps humain de Sig, elle y a passé des années. Elle a été esclave toute sa vie, et même morte, elle est toujours esclave. La relation Eren et Ymir. Vu qu'elle a toujours été esclave, la thématique de la liberté qu'incarne Eren est importante pour Ymir. Comme Armin l'a dit, Eren est esclave de la liberté. En vrai, c'est une très belle oxymore. Eren, qui ne vit que pour la liberté, a réussi à éveiller Ymir. Eren a été le premier à prendre en considération Ymir. Genre, il a pas de moyen de pression sur elle. Tout ce qu'il a fait, c'est lui dire « Si t'es chaude, là tout de suite, on rase tout !» Après avoir passé sa vie, puis sa mort à servir les autres, elle a enfin pu prendre une décision d'elle-même. Et c'est dans cette mesure qu'Eren a été le premier à la comprendre, car dans toute l'histoire, elle a seulement été traitée comme une esclave par la famille royale ou comme une déesse par ses descendants. Personne n'a pris la peine de la prendre en considération pour la personne qu'elle est. Alors qu'Ymir, c'est une humaine normale de base. La raison pour laquelle elle ne s'est pas retournée contre la famille royale, c'est parce qu'elle aimait le roi Fritz. La relation Mikasa-Ymir, la personne qui a permis à Ymir de se libérer, c'est Mikasa. Mikasa, c'est une Hackerman, un clan eldien sur qui on a fait des expériences avec le titan originel. C'est pour cette raison que les Hackerman sont chauds. Vu que Mikasa, c'est une eldienne, elle est liée à Ymir. En plus de ça, Ymir, elle a choisi Mikasa comme la personne qui lui permettrait de se libérer. C'est pour ça que Mikasa dit qu'elle avait constamment la présence d'Ymir dans sa tête. On peut supposer que la raison pour laquelle Ymir a choisi Mikasa pour se libérer est parce qu'elle s'identifie à Mikasa. Ymir est esclave de son amour pour le roi Fritz, tout comme Mikasa est esclave de son amour pour Eren, car en effet, Mikasa aime profondément Eren, mais en plus de ça, en tant que Hackerman, elle souhaite protéger son maître Eren, ce qui fait qu'elle est elle aussi esclave de son amour. Mikasa s'est libérée de son état de servitude pour protéger le monde, ce qui a inspiré Ymir. Quand Mikasa tue Eren, pour Ymir, le roi Fritz meurt également, ce qui signifie qu'elle n'est plus esclave de son amour. Pour rappel, Ymir meurt en sauvant le roi Fritz, ce qui signifie que cette image, elle est métaphorique. Eren, il n'a pas libéré Ymir, il l'a incité à choisir par elle-même. Elle a donc choisi de suivre Mikasa, ce qui fait que quand Mikasa a tué Eren, Ymir a pu se libérer. En vrai, je trouve ça grave intéressant le développement de Mikasa, parce que avant la fin de l'histoire, je trouvais que son développement c'était 0 sur 20. Carrément, pour être honnête, j'attendais la fin de SNK pour critiquer le développement de Mikasa. Parce qu'avant ça, pour moi, Mikasa c'était un mauvais personnage féminin. Genre, elle apportait rien à l'histoire alors que c'était vraiment l'un des personnages principaux. Bravo Isayama, tu m'as bien eu. Pourquoi il n'y a plus de titan après la mort d'Eren? Puisqu'Ymir s'est libéré, il n'y a plus de pouvoir de titan, vu que c'est elle qui recrée les titans à chaque transformation. Eren et ses pouvoirs. Alors pour rappel, dans l'attaque des titans, il y a 9 titans primordiaux. Les titans primordiaux sont ceux qui ont une conscience quand ils sont transformés et qui ont des pouvoirs spécifiques. Les titans primordiaux sont différents des titans purs qui eux n'ont pas de conscience. Comme on l'a dit auparavant, Eren il a le titan originel ou Axe, mais il possède aussi le titan assaillant qui donne le nom à la série. Shingeki no Kyojin ça veut pas dire l'attaque des titans, ça veut dire le titan qui attaque ou titan assaillant. Le titan assaillant, c'est celui que Eren Kruger transmet à Grisha, le daron d'Eren. Le titan originel, c'est celui que Grisha vole à la famille royale. Le pouvoir du titan originel lui permet par exemple de diriger les autres titans, tandis que le titan assaillant permet de partager des souvenirs avec ses prédécesseurs, détenteurs du même titan. Genre c'est avec le titan assaillant que Eren il a influencé son daron à tuer la famille royale. Mais en même temps, Eren il a la capacité de voir dans le futur, et ça ce serait plutôt avec l'originel. Et pareil, c'est avec l'originel qu'il dirige les autres titans, mais ça marche sur les titans purs, les titans sans conscience. La série ne laisse pas penser que le titan originel permet de diriger les titans primordiaux, car en effet il y a des scènes où Annie, Reiner et autres se battent contre les titans purs pour protéger le monde. Mais on peut supposer que les détenteurs de titans primordiaux ressentent l'influence de l'originel. Les conversations d'Eren avec Armin et Mikasa. En plus de pouvoir influencer les Eldiens, le pouvoir de l'originel permet de manipuler leur mémoire. Du coup, la longue conversation que Eren a eue avec Armin, elle a eu lieu via le chemin où passé, présent et futur se mélangent, là où plusieurs années peuvent être ressenties comme un seul instant. Cette conversation, elle a eu lieu pendant le grand terrassement. Eren a donc révélé à Armin ce qui allait se passer, la mort de 80% de la population mondiale. Après ça, Eren va effacer de la mémoire d'Armin cette discussion. Ça ne reviendra à Armin qu'après la mort d'Eren, quand les pouvoirs de Titan ont disparu. Du coup, la conversation qu'Eren a avec Mikasa, elle serait aussi via le chemin, mais je crois pas qu'il l'ait effacé de la mémoire de Mikasa. Moi, je l'interprète en mode, Eren a montré à Mikasa l'avenir radieux qu'il aurait rêvé d'avoir avec elle. Et par la même occasion, il a dévoilé à Mikasa ses sentiments. Comme c'est dit dans l'animé, Eren il a échangé avec ses potes pour leur transmettre des messages, puis il a effacé de leur mémoire ces messages. Et bien le message qu'il aurait voulu laisser à Mikasa, c'est cette possibilité d'avenir où ils auraient vécu ensemble et heureux. Eren a tué sa mère.
Eren a aussi dit à Armin que c'est lui qui a envoyé le titan souriant vers sa mère. Il aurait fait ça pour protéger Bertholdt, parce que si Bertholdt mourait, l'ensemble de son plan était voué à l'échec. Alors au moment de la mort de sa mère, Eren enfant n'a pas encore de pouvoir de titan. Si je dis pas de bêtises, c'est le soir même après la mort de sa mère qu'il obtient ses pouvoirs. Donc c'est forcément Eren du futur qui l'a fait. Il l'aurait fait grâce au pouvoir de l'originel, via le chemin. On peut supposer que Eren a influencé le titan souriant, car dans tous les cas sa mère était condamnée. Sa mère était ensevelie sous les décombres, donc puisque son plan était voué à l'échec sans Bertholdt, et que sa mère était déjà condamnée, Eren aurait fait le choix d'influencer le titan pur pour aller vers sa mère. La situation psychologique d'Eren. Alors ce que je vais dire, ça correspond plus à des théories et à de l'interprétation plutôt qu'à des faits concrets. Dans la tête d'Eren, c'est un bordel de fou. Il est tout le temps entre passé, présent et futur. D'un côté, comme Eren le dit, toutes les visions qu'il a se réalisent avec précision, donc il ne se considère pas maître de lui-même. Et de l'autre, c'est lui le mastermind de l'histoire. Parce que c'est lui qui partage certains de ses souvenirs avec ses prédécesseurs pour qu'il concrétise sa volonté. C'est lui qui a envoyé le titan souriant vers sa mère. Pareil, Eren dit clairement qu'il a été déçu de Grisha parce qu'il n'arrivait pas à tuer les membres de la famille royale. Pour décrire Eren, il n'y a pas vraiment de réponse exacte, c'est plutôt propre à l'interprétation de chacun. Moi je comprends qu'il y a deux facettes principales d'Eren. Il y a le Eren gentil qui voudrait vivre en paix avec ses amis, on pourrait le représenter par Eren enfant, et il y a le Eren un peu plus bresson qui veut tout détruire. Pour Eren, passé, présent et futur se mélangent, les deux aspects de sa personne cohabitent constamment ensemble. Je dirais pas que c'est deux personnalités différentes, je dirais plutôt que c'est deux faces d'une même pièce. Eren a toujours été animé d'une hargne destructrice. Enfant, il a clairement pas hésité à tuer les mecs qui ont enlevé Mikasa. Pareil au début de l'œuvre, son but c'est d'exterminer les titans, pas de sauver l'humanité. Et d'après mon interprétation, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'Eren se contredit parfois. D'un côté il dit qu'il voulait pas tuer tous ces gens, de l'autre il dit qu'il a réussi à tuer que 80% de la population parce que ses amis l'ont arrêté, mais qu'il aurait voulu tuer 100% de la population mondiale. Ce seraient les deux facettes d'Eren qui s'expriment. Et pareil, quand Eren se met à pleurer lorsque Armin évoque le fait que Mikasa pourrait trouver quelqu'un d'autre, c'est parce que Eren c'est en même temps un adulte qui a supporté trop de choses et un enfant qui voudrait profiter de sa vie. Tout ça parce que dans la tête d'Eren, passé, présent et futur se mélangent. La volonté d'Eren. J'aime pas trop le fait de dire que Eren ne contrôlait plus rien, parce que ça voudrait dire que l'ensemble de l'histoire de l'attaque des titans ne serait motivé par la volonté d'aucun personnage. Genre le grand terrassement aurait eu lieu sans que personne n'en soit vraiment à l'initiative. Genre la famille royale, elle était tranquille sur l'île du paradis, elle n'en avait rien à faire du reste. Ymir, c'était une esclave qui prenait aucune initiative. Le roi Karl Fritz, qui a créé l'armée de titans, l'a seulement fait en tant que menace. Sig voulait mettre en place le grand terrassement pour effrayer les autres pays. La seule personne qui avait réellement l'envie et le pouvoir de réaliser le grand terrassement, c'est Eren. Lorsque Eren lance le grand terrassement, il explique que quand il a appris qu'il y avait encore des humains à l'extérieur des murs, il a été incroyablement déçu. Et qu'il a, je cite, souhaité de tout son cœur que tout disparaisse. En plus, je trouverais vraiment ça dommage qu'Eren ne contrôle plus rien, parce que ça voudrait dire que quelqu'un le manipule. Ce quelqu'un, ce serait le Eren du futur. Le truc, c'est que déjà, peu de temps avant de mourir, Eren parle à Armin pour lui dire qu'il n'avait pas forcément envie de faire le grand terrassement. Le Eren qui s'exprime là, c'est déjà le Eren du futur. Après ça, Eren, il est mort. Il n'y a pas d'autre Eren du futur après. Et en plus de ça, dans l'attaque des titans, j'ai pas eu l'impression que Eren luttait vraiment contre lui-même. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait une thématique de confrontation entre un Eren gentil et un Eren méchant. Donc au vu de la construction de l'histoire, je trouverais vraiment ça dommage que Eren se fasse manipuler. Je préfère me dire que c'est les différents aspects de sa personnalité qui s'opposent, qui constituent le Eren qu'on a toujours suivi. Eren a des visions du futur qu'il a lui-même créé avec sa volonté. Il ne veut pas en arriver là, mais en même temps, il est prêt à tout. Il ne contrôle plus rien parce qu'il est obligé de suivre les actions qu'il a prévues pour que le futur qu'il a lui-même désiré se réalise. Moi, je pense qu'Eren avait conscience de ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il ne le voulait pas. Je préfère vraiment l'interpréter comme ça parce que dans le manga, on nous dit souvent que seules les personnes prêtes à faire de grands sacrifices peuvent réellement changer les choses. Genre la phrase « esclave de la liberté », c'est un truc de fou. Parce que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Ça peut être interprété comme Eren est esclave de ce qu'il a lui-même souhaité. Eren serait donc esclave de sa propre volonté. Et c'est pour ça que je préfère voir Eren comme deux faces d'une même pièce. Moi, je le perçois comme ça. Eren, il a ses contradictions intérieures. Il souhaite réaliser le grand terrassement parce que c'est la seule solution qu'il a trouvée. Mais vas-y, en vrai, c'est trop une dinguerie. Mais il y a un dernier aspect qui complexifie encore l'analyse. Eren, c'est un mec qui se bat pour la liberté, quelle que soit cette liberté. Au début, la liberté signifie pour lui tuer les titans pour ne plus vivre confiné. Ensuite, la liberté signifie pour lui tuer tous les humains pour libérer les Eldiens. Mais est-ce que tout ça, ce serait pas un prétexte pour se battre? Est-ce que le personnage d'Eren ne serait pas un personnage qui, peu importe le contexte, aurait besoin de se battre pour la liberté, un besoin de révolution? La phrase « esclave de la liberté » peut signifier qu'Eren a besoin de se battre pour la liberté, peu importe la situation. Le but qu'est la liberté et le moyen qu'est la révolution s'inverseraient alors, le but deviendrait donc la révolution et le moyen, la liberté. Le garçon et le chien. Alors pour moi, le garçon et le chien, c'est pour faire écho à la fameuse phrase « la même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore ». Eren a fait un massacre pour protéger les Eldiens de la guerre. Le premier truc qu'ils ont fait à la mort d'Eren, c'est former une armée. Ensuite, on peut voir qu'après la mort d'Eren, il y a de nouvelles guerres. Et donc malgré les efforts d'Eren, les humains ne cessent de s'entretuer. Pour que la boucle soit bouclée, on voit un enfant s'enfoncer dans un arbre similaire à celui où Ymir est allé. La même histoire, les mêmes erreurs,
encore et encore. Du coup, maintenant, je vais vous donner mon ressenti personnel. Avant tout, je vais vous décrire mon expérience, c'est-à-dire comment j'ai suivi SNK. J'ai suivi l'anime quand il venait de débuter. Je pense qu'il y avait max 2 ou 3 épisodes qui étaient sortis. Du coup, la saison 1, je l'ai suivi avec un épisode par semaine. J'avais kiffé, mais j'étais pas à mort dedans. Quand j'ai capté que la saison 2 n'allait arriver que dans plusieurs années, j'ai commencé à lire le manga. Le manga, c'était à un rythme d'un chapitre par mois, et les illustrations, elles étaient pas plaisantes. Ça titillait pas mon œil correctement. Du coup, j'ai toujours suivi SNK de manière discontinue, et j'étais pas grave dedans. Ce qui fait que quand j'ai fini le manga, j'ai grave pas kiffé. Mais il y a 2 ans, j'ai recommencé l'animé. Comme je connaissais déjà l'histoire et qu'il y avait plein de saisons qui étaient sorties, là, j'avais tous les éléments en tête. Donc là, en animé, j'ai kiffé de fou la fin. Pour le coup, en manga, l'expérience, je l'ai vraiment trouvé désagréable. Mais en animé, franchement, j'ai trouvé ça carré, j'ai rien à redire. L'histoire est complète et originale de bout en bout. Les personnages sont travaillés. Certaines personnes vont trouver qu'il y a des contradictions dans SNK, mais avec un concept abstrait comme le chemin au centre de l'histoire, moi, ça me choque pas. Je trouve vraiment que le propos dans SNK est intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de lecteurs de manga qui ont été déçus, comme moi en vrai. Moi, je vous recommanderais de recommencer l'anime. De toute façon, l'auteur lui-même dit que sa vraie œuvre, c'est pas le manga, mais l'anime. En plus, la fin des SNK, je la trouve intéressante parce que l'auteur, il a tenté un truc. Vraiment, je préfère une fin comme SNK qui fait débattre, où il y a des gens qui kiffent à mort et d'autres qui kiffent pas du tout, plutôt qu'une fin fade. Après, à la fin de l'anime SNK, on rentre vraiment dans un délire abstrait, en mode Evangelion, Madoka, Paranoia, genre. Moi, les délires comme ça, c'est des trucs que je kiffe à mort quand c'est bien fait. En plus, SNK, c'est bourré de foreshadowing, du coup, il y a de quoi débattre pendant des années. Et ça, c'est un truc que je kiffe, les œuvres qui ne s'épuisent pas une fois finies. Genre, tu vas les regarder 4, 5, 6 fois, tu vas toujours être surpris et tu vas kiffer. Moi, je suis un mec, j'ai recommencé Death Note peut-être 15 fois. Recommencer une œuvre, c'est vraiment pas un problème pour moi. Donc SNK, je valide fort. À la base, je comptais pas faire cette vidéo, mais on m'a demandé mon avis et d'expliquer la fin. Sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur. Je pouvais pas vous décevoir. Donc j'espère que vous avez kiffé et que c'est plus clair pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez le truc. C'est tout pour moi. À la prochaine.